Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier sujet d'un ensemble de présentations que je souhaite faire sur le langage Python, sur les scripts Python pour Machine Expert, pour Codesys. Alors, c'est le tout premier et je suis pour ma part un débutant. Voilà, j'ai récemment eu une demande bien particulière de quelque chose qui doit être traité en Python et j'avais fait une formation sur le sujet il y a quelques mois. Voilà, donc c'est une première mise en œuvre concrète, un plongeon dans le grand bain au sujet de Python. Et comme c'est pas forcément simple, il y a comment dire, des façons de penser, de raisonner un petit peu différentes de ce que l'on a l'habitude de faire en Codesys ou en informatique embarquée. Donc voilà, je pense que ça mérite quelques présentations. Voilà, pour les automaticiens comme moi qui ne sont pas habitués avec ce langage. Alors, Machine Expert, comme vous le savez, est basé sur le noyau de programmation Codesys. Et Codesys met à disposition ce que l'on appelle une API, Application Programming Interface, qui permet d'effectuer, d'automatiser des traitements sur le fichier de projet, fichier de programme. Ça permet par exemple d'ajouter, de supprimer, de modifier des parties du projet de manière automatisée. Imaginons par exemple qu'on ait plusieurs projets dans lesquels on souhaite rajouter la même carte TM5 partout, d'ajouter un drive partout sur tous les projets. Eh bien, on peut l'automatiser. La demande qui m'a été faite il y a quelque temps et sur laquelle je vais beaucoup insister dans ce cycle de présentation, c'est plutôt pour extraire des données, pour faire de l'analyse sur un programme sur machine. Donc, c'est bien évidemment la présentation de quelqu'un qui débute. Alors, si vous me regardez, que vous êtes déjà expert très avancé en Python, voilà, vous constaterez très certainement des approximations dans ce que je vais dire. Voilà, mais dans ce cas, ce tutoriel n'est pas fait pour vous, hein. Si vous en savez plus que moi, et c'est une très bonne chose, voilà, je vous encourage au contraire à me faire des retours et à corriger les petites imperfections que je pourrais faire. Le Python, le module Python qui est embarqué dans Codesys est en fait le noyau qui s'appelle Iron Python. Alors, quelques mots sur le langage en lui-même. Et un petit peu, alors quelques mots, c'est pas forcément une vérité absolue, mais c'est mon analyse et ce que j'en comprends. Après une formation donc dans les règles de l'art de 3 jours sur le sujet, pour moi aujourd'hui je vois le Python comme une évolution des langages de très haut niveau comme le C# ou le Java. En fait, le Python ajoute une couche d'abstraction supplémentaire encore au-dessus du C#. Si on voulait ordonner un petit peu les différents langages, bon, on a le langage assembleur qui est vraiment très bas niveau avec un jeu d'instructions très limité et des fonctions très basiques. On a le langage C au-dessus qui ajoute, qui facilite tout ce qui est les structures de contrôle, les boucles, les tests, les cases. Par-dessus ça, on rajoute le C objet, donc le C++ qui nous ajoute la notion de classe, c'est-à-dire qu'on regroupe dans un même objet du code et des données, des méthodes et des propriétés. Ça nous ajoute également l'aspect instantiation dynamique, c'est-à-dire qu'on peut créer à la volée, on peut instancier à la volée un objet à partir d'une classe. On a également les notions d'héritage, polymorphisme, tout ça, mais c'est presque secondaire dans le monde de l'automatisme et de l'embarqué.
Au-dessus du C-objet du C++, on a le C# qui arrive avec toutes les bibliothèques, notamment d'interface utilisateur, donc beaucoup de choses à comprendre, à apprendre, mais qui simplifient encore un peu plus la programmation, notamment la programmation des IHM. Le Java, c'est un petit peu la même chose. On retrouve ça également dans la déclinaison des ateliers de programmation pour les objets embarqués, le XAML, l'outil de programmation, les outils de programmation pour iOS ou pour Android Studio. Voilà, le HTML, voilà, des langages de très haut niveau. Eh bien, le Python est un petit peu pareil, hein, on ne s'embête plus avec la rigueur, entre guillemets, bas niveau du langage C, et on ajoute des fonctions des bibliothèques de haut niveau. Donc, forcément, l'apprentissage en termes de l'ensemble des possibles est un petit peu plus long que sur un langage plus simple comme le langage C. Alors, là aussi, une réflexion très personnelle qui est liée à ma grande expérience du langage C. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, il n'est pas inutile de bien connaître le langage C pour comprendre comment les choses s'opèrent dans le langage Python. Par exemple, on dit souvent qu'en Python, les données ne sont pas typées. Alors, à l'absolu, c'est vrai. Mais quand on vient comme moi d'un langage bas niveau où on sait que la déclaration d'une variable c'est en fait la réservation d'une zone mémoire, c'est très déstabilisant. Hein. On réserve 2 octets pour un entier 16 bits, on réserve 64 octets pour une chaîne de caractères, etc. Eh bien, on ne le retrouve pas a priori en Python. Eh bien, la connaissance approfondie du C permet d'imaginer que déclarer une variable en Python, ça doit être vu comme la déclaration d'un alias ou d'un pointeur de type void. C'est-à-dire que finalement, quel que soit le type de variable, une adresse mémoire sera toujours une adresse mémoire. Voilà, qu'elle pointe sur un entier, sur une chaîne de caractères ou sur tout autre objet. Voire même, on peut imaginer que cet alias, ce pointeur de type void, pointe sur un descripteur qui lui-même va contenir toutes les informations nécessaires pour comprendre où et comment stocker les données. Une zone de mémoire dynamique, de taille variable, une zone fixe, etc. etc. Voilà. Alors, chose importante également par rapport au langage compilé au langage structuré habituel, le Python est un langage interprété. C'est-à-dire qu'il n'est pas vérifié et converti au moment, ce qu'on appelle le build time, mais il est interprété, décodé et quelque part traduit, exécuté en runtime, c'est-à-dire à l'exécution. Ça veut dire que on peut avoir des erreurs dans un programme en Python qui fait que le programme démarre bien et en plein milieu l'erreur apparaît. Voilà, c'est également des choses auxquelles on n'est pas habitué en C ou en codec structuré. Voilà, donc il faut devenir à l'aise avec cette notion de langage interprété. Le Python est un langage très adapté, on le verra pas dans cette présentation-là, mais dans les suivantes, est très adapté au traitement de masse. C'est-à-dire que traiter un gros volume de données, des chaînes de caractères importantes, traiter un gros fichier, un fichier XML, tout ça, ça ne lui fait pas peur. De même que le traitement de masse de données, nous verrons que ça fait souvent appel à des notions de liste, liste d'objets, liste de chaînes de caractères, liste de je ne sais quoi. Eh bien, le Python est très à l'aise avec ces choses-là. Là où le C et le structuré l'est beaucoup moins, parce qu'il faut faire tout à la main, le tri, les ajouts, les suppressions, les classements, voilà. Le C ou le langage structuré de codec est beaucoup moins adapté à cela. Le fait que ce soit un langage interprété et, je dirais, une implémentation assez basique dans codec fait que la mise au point, le debug,
eh bien c'est quelque chose de pas très souple, de pas très efficace quand on débute. Voilà, et on passe beaucoup de temps à comprendre où est son erreur, à comprendre comment, à tester, à recharger. Typiquement, et ça vous donnera un ordre de grandeur, je fais cette toute première présentation sur le Python après avoir programmé, on va dire, entre 1 et 2 semaines. Voilà. Et mes premiers jours ont été particulièrement difficiles pour comprendre mes erreurs et les corriger. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet, sur des forums, sur différents sites pour comprendre, pour trouver mes erreurs, les corriger. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, quand on démarre, je dirais pas un nouveau langage, mais une nouvelle technologie, une nouvelle famille de langages, c'est tout à fait normal de passer un peu de temps. Le point positif dans ces recherches, j'y reviendrai probablement, c'est que contrairement à d'autres langages, on trouve beaucoup de ressources en français. Voilà, une fois n'est pas coutume, on ne sera pas obligé de comprendre toutes les subtilités de l'anglais. Il y a beaucoup de forums et de ressources en français, notamment le site Wikipédia. Si vous débutez, ça permet d'aller assez vite à l'essentiel. Alors c'est une vulgarisation, hein, ça ne prétend pas être exhaustif en Python, mais ça vous donnera rapidement les grandes lignes. D'ailleurs, je mets ici à l'écran la comparaison de la déclaration d'une fonction factorielle en langage C et en Python. C'est finalement assez proche, hein. On retrouve la récursivité, on retrouve l'appel des fonctions, le passage des paramètres, etc., etc. Alors le Python est un langage très ancien. Il est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais c'est pas un langage nouveau, hein. Il a été lancé il y a plus de 30 ans, ce qui en fait un vieux langage, hein, dans le monde informatique, et aussi un critère d'une certaine stabilité. Le Python est très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et particulièrement en machine learning. Comme je le disais précédemment, le Python étant très adapté au traitement de masse, eh bien c'est très facile pour lui de traiter beaucoup de clichés, beaucoup d'analyses de sang, beaucoup d'analyses de je ne sais quoi. Voilà, il est fait pour le traitement de masse. Le Python, contrairement à beaucoup d'autres langages, fait partie de la communauté des logiciels libres. Il est géré par une fondation. Et j'ai eu la chance, dans ma toute première formation, il y a quelques mois, d'être formé par l'un des développeurs français du système Python. Voilà, il y a quelques personnes dans chaque pays qui développent ça, c'est une communauté, ils ont des réunions périodiques, ils définissent les versions, les contenus, ils se valident mutuellement les développements. Voilà, et ça a été très intéressant de comprendre un petit peu tout l'historique, comment fonctionne ça. Et si je le dis autrement, le Python s'est développé, maintenu, documenté par une communauté de passionnés. Assez décorrélé des impératifs de production, de commercialisation, et je dois le reconnaître, alors c'est un langage complexe, mais avec une certaine qualité, une certaine maturité dans les développements. Voilà, c'est un élément important à souligner. Alors ça c'était pour le côté historique. Sur les éléments toujours dans les grandes lignes, et je ne prétends pas être exhaustif, hein, dans ces quelques mots, je prétends juste partager avec vous des choses qui ont été marquantes pour moi. Donc en Python, les indentations définissent les structures de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accolade, on n'a pas de if and if, for and for, case and case comme en IEC 631, mais on a des indentations. Alors, autant dans le langage C ou en 631, les indentations, ça peut être un peu très libre, et pour ne pas dire farfelu, autant en Python, il faut être très rigoureux. Une erreur d'indentation peut générer un bug. C'est très important, et parfois on tombe sur des bugs comme ça. Si on n'a pas ça à l'esprit, on peut passer beaucoup de temps à le trouver.
Donc, l'indentation caractéristique est nécessaire en Python, c'est 4 espaces. Voilà, il n'y a pas de caractère tabulation, au moins ça met tout le monde d'accord. C'est un sujet sur lequel je me bats depuis toujours. Les indentations, c'était à l'époque où on avait des disquettes de 360 kilooctets et des RAM de 640K. Aujourd'hui, le caractère de tabulation qui remplace n espaces n'a plus lieu d'être. Il pollue quand on fait des copier-coller vers des fichiers Word. Voilà, donc au moins le Python a clairement réglé le sujet, c'est 4 espaces et c'est pas autre chose. Donc, un point important, je ne prétends pas ici vous former au Python, tout simplement parce que je suis moi-même débutant et qu'il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi. L'objectif de ce cycle de présentation, ça sera de vous montrer, de partager avec vous ce que j'ai compris sur la façon de parser, d'analyser un fichier de projet de Machine Expert. Bien évidemment, ça marche sur SoMachine, Motion, sur SoMachine. J'ai pas testé SoMachine, mais le noyau chez nous est le même, hein, quand on parle de Machine Expert, de SoMachine Motion. Cette fonction-là de Python qui est développée par 3S, la société qui développe Codesys, est quelque chose de stable depuis longtemps. Nous, Schneider Electric, n'avons pas de valeur ajoutée sur cette partie-là. Nos développements, nos évolutions vont plus être sur les librairies, sur des modules additionnels par rapport au noyau Codesys de base. Donc, tout ce que je vous montre ici pour Machine Expert est applicable sur les logiciels précédents. Un fichier Machine Expert, SoMachine, et vous l'avez peut-être déjà vu, alors je dévoilerai pas un grand secret en vous disant que c'est un fichier zip qui contient un certain nombre de sous-fichiers. Donc un projet Machine Expert, c'est finalement, et si je prends beaucoup de hauteur et beaucoup de raccourcis, c'est vu comme des fichiers XML, des fichiers de description. Même les simples lignes de code sont encodés sous forme de fichiers XML, donc sous forme de description. Description d'objets et de composants, et ces objets, ces composants, ont des liens hiérarchiques entre eux. C'est typiquement ce que l'on retrouve quand on prend le tree view, donc l'arborescence d'un fichier projet. On voit des liens de hiérarchie avec tout en haut le nom du projet, puis des dossiers, des folders de code programme, puis des entrées-sorties, puis un nœud Cercos, puis des drives, etc., etc. Des objets assemblés hiérarchiquement forment un projet Machine Expert. Et les différents objets, donc les différents composants d'un projet Machine Expert, d'un projet Codesys, ils ont ce qu'on appelle des GUID, c'est-à-dire des Globally Unique Identifiers, codés sur 128 bits ou 16 bytes, et j'aime à dire que dans ces nouveaux types de projets, de fichiers projets de description, on a cette dualité, donc le XML et les GUID, on le retrouve partout. Hein. Tous les langages de programmation dérivés de l'environnement de développement Microsoft Visual Studio, et il y en a beaucoup, héritent de cette approche-là, du XML et des GUID. Voilà, c'est du détail pas très important, mais voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Le point suivant concerne l'aide. Alors ça, c'est très important, parce que ne pas connaître un sujet, finalement, c'est pas trop grave, à condition que l'on sache accéder à de la documentation sur le sujet. Hein, autrefois, on achetait des livres, on avait des encyclopédies. Aujourd'hui, il faut savoir aller chercher sur Internet. Donc je vous mets ici les deux mots-clés très importants. Alors je vais les surligner si je peux, si je le retrouve. Option de pointeur, voilà, ici. Donc on va retrouver ici les deux mots-clés Codesys Python, et de manière homogène, on va chercher Machine Expert V2 Python. Je vais tout de suite vous le montrer.
Donc, on a dit Code6 Python. Le premier lien va nous conduire ici à l'usage des scripts. Donc, je ne rentre pas dans le détail pour le moment, c'est juste pour vous le montrer. Et le deuxième, c'est Machine Expert V2 Python. Voilà, j'ai déjà préparé, donc on le voit. Machine Expert V2.0 Python. On va aller directement ici, donc le premier lien. Et on va remettre un petit peu en forme ici. Voilà, on va afficher l'arborescence du document. Donc, tout ce que l'on va trouver ici dans la partie donc, guide de programmation annexe langage Python. En plus, on va le trouver en français, donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, on va retrouver un certain nombre de choses d'exemples, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que ça existe, et tel que je l'ai fait, quand on débute, il faut passer un petit peu de temps, lire, chercher, voilà. Mais je peux vous assurer que quand on y arrive et qu'on trouve, il y a une certaine satisfaction à y être arrivé. Donc ça c'était pour l'aide en ligne. Le sujet suivant, alors je vais enlever ce pointeur. Bon, peu importe. La mise en œuvre. Donc, on va aller directement dans le sujet. Alors, j'ai préparé ici, donc, Machine Expert V2, et je vais lancer ici un tout premier projet. Alors, c'est pas très original. C'est un template habituel. Ah, je suis sur deux écrans. Il se lance dans un autre. Bon, c'est pas grave. Je suis sur deux écrans parce que j'ai besoin d'une anti-sèche. Voilà, je ne suis pas aussi à l'aise que pour les sujets Code6. Alors, je vais le refermer pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc on va faire très simple et je vous mettrai à disposition ce template si vous voulez faire des essais et reproduire ce que je vais vous montrer. Un template en LMC Echo, voilà, c'est plus simple, il y a moins d'entrées-sorties pour ce que nous allons voir. Et c'est un projet donc avec EM1 un axe, EM2 deux axes, EM3 trois axes. Vraiment quelque chose de très très simple. Alors, là, il est ouvert. On ne va pas pour l'instant regarder le contenu du projet. Donc, je referme cette fenêtre. Simplement, on va ici aller ouvrir la fenêtre. Alors, il faut que je le retrouve. Il faut que je... Voilà. Scripting. Scripting. On va ajouter ici. Scripting immédiate. Et là, on ouvre donc le module Iron Python avec la version, etc. Il est sur .NET, hein, qui est la couche d'interface Windows, on le verra pour les entrées-sorties. Et ici, donc j'ai une ligne de commande en Python. Donc si je dis par exemple A égale 10, print A, voilà, 10. Si je fais B égale 20, print A plus B, 30, voilà. Si maintenant je fais un reset de ma console, tout ce que j'avais appris, donc c'est un langage de script et d'apprentissage, il l'a perdu. C'est-à-dire que si je fais print A, eh bien il ne le connaît pas. Voilà, c'est pas défini. De même, si je dis que maintenant A est égal à ma chaîne de caractères, espace, et si je fais print 3 fois A, voilà. Voilà. Donc on retrouve les fondamentaux du Python. Je ne vais pas plus loin dans le détail, encore une fois. Je ne vous forme pas ici à Python, mais à l'utilisation du Python pour Machine Expert. Ça, c'est l'interpréteur pour lancer les commandes de base.
Alors, est-ce que j'ai un slide ensuite? Oui. Oui, oui, oui. Donc, le premier point que je voulais vous montrer, c'est un programme de base. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai fait. Hop là, je triche ici. Voilà. Alors, oui, je vais l'ouvrir comme ceci. Alors, je reprends. Je me suis un petit peu embrouillé. Non, et je vais tout refermer ici. Je vais tout refermer et j'ai un fichier qui est nouveau ici. Je vais l'enregistrer dans mon lecteur ici X et je vais l'appeler base de Python. Que vais-je mettre dans cet exemple? Alors, je suis désolé, mais j'ouvre mes anti-sèches. Donc, on va mettre ce que je vous ai déjà montré. La première ligne, je vais dire A égale 10 par exemple, B égale 20. Là, vous voyez, je fais vraiment du Python. Et je vais écrire print. Je vais mettre une chaîne de caractères. A plus B égale plus la string de ce qui est la valeur de A plus B. Alors les notions d'espace, généralement en Python, les gens ne mettent pas d'espace. Vous connaissez ma façon de programmer, j'aime bien le code aéré, je trouve que c'est plus lisible de faire ainsi. Voilà, je sauvegarde et j'ai fait mon premier projet en Python. Pour l'exécuter, eh bien ici je vais faire un reset de ma machine, 3 petits points, et je vais chercher mon premier projet ici. Voilà, et j'ai bien affiché A plus B égale 30. Le point suivant dans le projet, eh bien je vais afficher le tout premier mot-clé important quand on veut parser un programme, et c'est pour ça que j'ai ouvert donc le template simple. Je vais utiliser le mot-clé project qui est, on va dire, je vous ai parlé de hiérarchie dans un projet, et bien c'est le point d'entrée d'un projet Machine Expert pour l'exploiter en Python. Je vais afficher le projet. Je sauvegarde, je réexécute le script. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché ceci. Eh bien, c'est, on va dire, c'est une description, etc., etc. Je vais rajouter un champ à ce projet. Le champ qui s'appelle primary. Je sauvegarde, j'exécute. Il existe une deuxième façon de lancer un script, je vous le montre, c'est d'aller dans Scripting, Execute Script. Et là, au lieu de trouver le terminal dans cette fenêtre Immediate Scripting bleu, on le voit ici. Donc, cette fois, quand on a écrit projet primary, pardon, on retrouve le projet qui est à l'index 0, on retrouve son chemin d'accès, etc., etc. Donc on a déjà ici une première string que l'on va pouvoir exploiter. Je vous montre également quelque chose qu'on va utiliser souvent, donc je le montre dès le début. Ce project primary, très souvent on lui crée un alias, donc je vais l'appeler myProject égale, ce qui permet directement de faire ici myProject. Je sauvegarde, j'exécute. Vous voyez, il faut avoir l'habitude de passer de l'éditeur à Machine Expert en sauvegardant entre deux. Donc je réexécute. Voilà, on a bien la même chose. Peut-être une parenthèse, voilà, pour programmer ça, j'utilise Notepad+.
Voilà, c'est sans grande prétention, mais ça fonctionne bien. On a une représentation colorée. On le verra dans les prochaines présentations. On peut folder, unfolder des fonctions, etc. C'est très très pratique. Par exemple, si je mets ceci en fonction, def ma première fonction, voilà, je mets mes 4 espaces d'indentation, voilà. Alors ça mange pas de pain, mais voilà. Et si je mets ma première fonction, donc là on va avoir l'appel à ceci. Et je vais l'afficher 3 fois pour bien montrer que c'est une fonction. Et je vais ici rajouter print hop, début du programme. Voilà, vous le verrez, j'aime bien dans les différentes fonctions mettre des commentaires pour dire que je suis au début ou à la fin, c'est bien pratique. Voilà, un petit rappel, le commentaire commence par un dièse. Voilà, je vais mettre un séparateur pour bien montrer que je suis au début de mon projet. Vous me connaissez, j'aime bien des séparateurs de 121 bytes. Voilà, j'en mets un autre ici et vous voyez, petit à petit, on commence à retrouver des choses de mise en forme que nous connaissons. Voilà. Si donc je sauvegarde, j'exécute. Ici, voilà, donc j'ai appelé 3 fois ma fonction. Donc comme je vous le disais, le Notepad+ permet ici de faire cela. C'est assez pratique, de manière à ce que lorsque j'ai plusieurs fonctions, voilà, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Voilà, je peux replier mon programme comme ça pour avoir une visualisation plus confortable. Voilà, c'est très pratique et Notepad est un outil simple et gratuit, disponible pour tout le monde. On va ressortir les commentaires en vert, donc c'est très pratique, ça facilite la lisibilité. Donc c'était le tout premier exemple. Je vous ai montré un programme basique, comment l'exécuter, donc soit dans la console, soit directement depuis le menu. Je vous ai montré Project Primary. Je vais vous montrer maintenant un exemple qui est très intéressant, qui est le List Tree View. Donc on peut reprendre ce que je vous montrais au tout début dans l'exemple Codec6. Donc je rappelle, hein, pour accéder à l'exemple Codec6, à l'aide en ligne de Codec6, Codec6 Python, et on prend le premier lien. Et ici, on a un certain nombre d'exemples. Le premier va nous lister l'arborescence du projet. Donc je ne me pose pas trop de questions. Je copie directement tout ceci. Alors, il faut aller au bon endroit. Juste à script finish. Ah zut. Ça accroche un petit peu. Voilà. Donc je copie ce code-là. Je crée un nouveau projet. Un nouveau script Python. Je le colle. Et je vais le sauvegarder. Voilà, je vais chercher le nom de fichier que je lui ai donné. Je suis toujours dans le chapitre 1 et c'est un fichier Python. JKLM Python. OK. Voilà, et tout de suite, j'ai les couleurs pour les commentaires en vert. Ici, j'ai du commentaire multiligne. Voilà, 3 guillemets. Au passage, dans de très nombreux cas, ce guillemet-là, je vais zoomer un petit peu, ce guillemet-là, alors je ne sais pas le terme exact, est équivalent, on va le faire sur un cas plus simple, c'est équivalent au simple guillemet. Par contre, il faut qu'on ait les mêmes des deux côtés. Voyez, mais le simple ou le double,
ont la même fonction. Il y a des cas où il faut respecter l'un ou l'autre. Je ne vais pas le détailler ici, mais je suis déjà tombé sur ce cas-là. Lequel utiliser, je dirais c'est à votre convenance. Personnellement, j'ai un faible pour celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'utilisait le formateur qui m'a appris mes premières bases de Python. Voilà, il n'y a pas d'autre raison que ça. Je vous encourage à utiliser celui que vous préférez. Par contre, respectez bien le même au début et à la fin, et de préférence le même dans tout votre projet. Hein, c'est un standard est bon dans la mesure où il est respecté. Donc, pareil, le commentaire sur plusieurs lignes, c'est celui qui est présenté là, ou les trois autres. En espérant que je ne vais pas avoir un effet démo. Non, ça marche. Vous voyez, voilà, ça c'est le commentaire sur plusieurs lignes. On peut également dans Notepad sélectionner, comme on le fait dans beaucoup d'environnements. Donc je fais Shift Alt et je sélectionne en vertical. Et là, je peux mettre des guillemets. Tout passe en commentaire. Voilà, je peux coder à la verticale ou en contrepoint. Ça marche aussi. Donc, je sauvegarde mon projet et je vais l'exécuter. Donc, je reviens dans Machine Expert. Je le sélectionne soit par ici, soit par en haut. On va faire les deux. Exécute. Print Device Tree. Ah, c'est un effet démo. Oui. Alors, à la ligne 14, il y a une erreur. Je crois que c'est justement la double cote. Oui, c'est pas pris. C'est un effet démo. Ça arrive évidemment. Je sauvegarde, je refais. Ah, décidément. Décidément. Alors, je vais le remettre tel qu'il était. C'est peut-être une... Oui, c'est une histoire d'indentation. C'est certainement une histoire d'indentation. Donc, ça fait... Alors, c'est pas voulu, mais ça fait parfaitement le lien avec ce que je vous montrais tout à l'heure. Le fait que les indentations doivent être respectées. Vérifions dans l'exemple ici. C'est ça. C'est ça. Même pour les commentaires, les indentations doivent être respectées. Je sauvegarde, je réexécute. Ça marche beaucoup mieux. Vous voyez, finalement, on apprend beaucoup mieux par ces erreurs que par ces réussites. Voilà. Donc, quand je le lance depuis le menu Tool Scripting, j'ai le résultat dans la console habituelle de sortie de Machine Expert. Si je le lance depuis ici, donc je fais un reset, je le relance, je vais avoir tout simplement la même chose ici. Voilà. On peut bien évidemment ici, je sélectionne là, je fais CTRL-C et je vais pouvoir le coller. Je prends un petit peu d'avance sur le prochain chapitre, mais on peut le coller, voilà, pour faire de l'exploitation de données. On va pouvoir récupérer nos données. Ça, c'est une première façon, on va dire, basique de récupérer les sorties de notre script Python. Bien évidemment, on ira plus loin, on générera des fichiers texte pour les réexploiter. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec ces deux premiers exemples que je voulais vous montrer dans cette première introduction. Voilà. Ça n'est fini. Bien évidemment, les prochains modules vont suivre pour aller un petit peu plus loin. Ici, nous étions juste sur une introduction. Je vous remercie.